Depuis toujours, la mer fait entendre son doux murmure envoûtant. Un murmure seulement troublé par le chant des goélands argentés, en attente de tempêtes et de vents déchaînés venant de l'ouest. Sur le bord du fleuve de l'Arc, qui se mélange avec les eaux de la Manche, des villageois s'y sont installés il y a bien longtemps. Ces futurs Poltais, au langage et au caractère si particuliers, sont bercés à longueur d'année par le ressac lancinant et incessant de cette mer qui n'a pas encore de nom. Blotti au pied de la falaise est de Dieppe qui domine l'estran, le Pollet d'Oultrelot est le quartier des pêcheurs. D'origine encore méconnue à ce jour, ils sont les seuls habitants à cette époque naissante sur la rive droite de l'Arc. La mer nourricière est à 2 pas. Depuis toujours, marins côtiers, ils vivent de la mer poissonneuse. Aidés par leurs femmes courageuses, ils seront pêcheurs. Pêcheurs à pied d'abord. Ils pêcheront par nécessité vitale en bordure de l'estran pendant des siècles, avant de devenir les fameux pêcheurs du Pollet que nous connaissons aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, de passage à Dieppe, voilà ce que disait Pierre-François Frissard, ingénieur des installations portuaires. Cette petite cité, de par ses mœurs et ses usages, paraît n'avoir aucun rapport avec la ville de Dieppe toute proche, ni même du reste de la France. Pour le monde de la mer, Dieppe et son faubourg du Pollet ne faisaient qu'un, mais pas pour les Poltais. Là, on est au trou à Louise, là. Voilà. Bah là, il y avait tous les bateaux. Il y a toujours les bateaux. À marée haute, il y avait des bateaux. Dont le bateau à mon père. Alors ça, c'était le café des Baladins. Là, on est dans la rue Guerrier, là. Bon, il n'y avait pas de voiture avant, mais... Bah là, on est où que je suis né, au 2e, là, au numéro 25 de la rue Guerrier. Alors moi, je suis le 3e de la famille. On était à 8 dans un petit compartiment. Et en dessous, il y a le grand-père. C'est tout petit, hein. Alors, on n'était que dans la rue. Que dans la rue, Je suis née au Pollet, rue Guerrier, au numéro 28. J'étais la dernière. Mon père m'a eu presque à 50 ans. Et il a eu sa première à 16 ans. Et on était 10, et on est restés 5 vivants. Il a travaillé à la ligne Dieppe-Nouyaven. Il était vraiment marin. Et comme j'étais la plus petite, et ben, tout le monde m'aidait. Alors j'étais plus la fille des frères et sœurs que du père et de la mère. Bah écoutez, moi je suis né rue Guerrier, au 18 rue Guerrier, au premier étage. Je suis né directement ici, mis au monde par le docteur Fauvel, à l'époque. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à l'hôpital. Sinon, oui, mes grands-parents, mes parents sont Poltais d'origine. Ouais. Ils ont tenu un commerce pendant des années au Pollet, un café-épicerie. Je suis arrivé à la pêche parce que je vivais sur un bord de quai au Pollet. On traînait les quais, aller voir les bateaux qui débarquaient, leurs coquilles, leurs harengs, leurs poissons, enfin à cette époque. On traînait et puis de fil en aiguille, on va à beurre, on emplit des aiguilles, on bricole un peu avec les matelots. Puis après, ben, on dit à maman et papa, on voudrait bien aller à l'école des mousses pour embarquer, puis naviguer. Alors moi je suis né forcément à Dieppe et plus précisément le quartier du Pollet, rue Guerrier. Voilà. J'ai été chez ma grand-mère puisque mes parents ont travaillé tous les deux. Donc c'est ma grand-mère qui me gardait à l'époque et j'ai grandi rue Guerrier. J'ai passé toute ma jeunesse, mon enfance au Pollet. Je ne vais pas vous dire tous les noms qui s'habitaient là parce que là c'est la rue qui compte gagne. On y monte. Elle est toujours vivante, la fontaine. On n'avait pas d'eau chez nous. Pas d'eau, pas de descente d'eau. Il fallait redescendre l'eau sale.
Ouais, heureusement qu'on avait les fontaines. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Voilà. Alors on va passer par derrière. Quand on faisait courser par les flics, ils vont toujours courir. Voilà, on avait un passage qui rejoignait en bas. Sur les falaises, au Moyen-Âge, les Anglais qui occupent le Pollet empêchaient le ravitaillement venant de la mer. De là, ils tiraient sur la tour aux crabes, située à une centaine de mètres plus bas. Les Poltais et le Pollet ont souffert parfois de leur relation avec les Anglais. Il faut d'abord savoir qu'entre 1420 et 1435, les Anglais ont occupé Dieppe. Puis ils ont été chassés par le capitaine Charles Desmarais, mais ils sont ensuite revenus en 1442 et ils se sont installés ici au Pollet. Et le capitaine Talbot avait élevé une bastille, une petite fortification en bois. C'est le Dauphin, le futur Louis XI, qui remporta la bataille face aux Anglais et délivra le Pollet. Alors l'origine du nom du Pollet, c'est quelque chose dont on n'est pas très sûr en fait. Il y a plusieurs propositions et on ne sait pas laquelle est la bonne. La première, ça serait un mot peut-être d'origine saxonne, comme dans Liverpool, poule pour les marécages. Une autre solution, ça serait un terme de géomorphologie, le poulier. Le poulier, c'est un amas de galets qui est amené par les marées et ici, on se trouve sur un amas de galets. Donc peut-être poulier qui s'est déformé en Pollet. Et la dernière solution, ça serait une déformation du mot port d'Est, par opposition au port d'Ouest, le port d'Est qui était situé sous la falaise est de Dieppe. Une autre chose intéressante, c'est qu'il y a deux Pollets à Dieppe à l'origine. Il y avait un Pollet du côté de Dieppe, on l'appelait le Pollet de Dieppe, et puis il y avait le Pollet sur lequel on se trouve actuellement, qu'on appelait le Pollet d'Oultrelot. Alors pourquoi l'Oultrelot? Ça veut tout simplement dire de l'autre côté de l'eau, et c'était de l'autre côté du fleuve Arc qui se jette dans la mer. On se trouve là donc sur le Pollet d'Oultrelot. Pour passer du Pollet à Dieppe, il faut donc franchir l'Arc. Au Moyen-Âge, pour traverser, il fallait payer un passeur et sa barque. Les Poltais réclamèrent très longtemps un pont pour rejoindre Dieppe. Un premier pont en bois fut construit en 1443, puis un pont en pierre le remplaça en 1511. Pour entrer dans Dieppe, une porte fut érigée dans les remparts de la ville. Ce pont de pierre fut ensuite modifié pour créer un pont-levis pour le passage des bateaux. 3 siècles plus tard, il fut détruit par manque d'entretien. Quand les Poltais partaient à Dieppe, ils ne bénéficiaient pas des mêmes privilèges que les Dieppois et ils devaient notamment, pour vendre leurs poissons, payer un droit qu'on appelait le droit de hautage. Ce n'est qu'en 1688 que les Poltais ont pu vendre leurs poissons sans payer de droit sur la ville de Dieppe. Le Poltais, c'était le Poltais. Pour moi, c'est ça. Hein. Le centre-ville, le Dieppois pur et dur, même si on était Dieppois, mais il y avait le Poltais. Il y avait la commune libre du Pollet. Hein. Même un maire, il paraît, c'était Abraham. Pour les gens, il y avait un maire du Pollet. Quand on fait les petites rues du Pollet, quand on fait la rue Guerrier, tout ça, on sent quand même que c'est tout à fait différent de Dieppe, la Grande Rue et tout ça, quoi. Les Poltais, pour les Dieppois, on était un peu la classe plus basse. Ah oui, le Pollet, c'était pas... Pour les gens de la ville, le Pollet, c'était pas la classe. Le Pollet, c'est l'endroit des travailleurs, hein. C'est les marins, c'est eux, tandis que Dieppe, c'est plus chic. Le Pollet est un quartier des marins-pêcheurs. Parce que, si tu veux, il y a beaucoup de marins-pêcheurs qui sont originaires de Berck. Comme moi, mon grand-père paternel s'appelait Chaumette. Et beaucoup de Bercois sont venus habiter au Pollet parce qu'à Dieppe, il y avait la pêche. Dans la rue qui cangrogne, vivent de nombreuses familles de pêcheurs. Mon père, il vient de Bretagne. Il naviguait à Concarneau. Bon, puis après, il y a eu une exode de jeunes marins-pêcheurs qui sont partis un peu
a fait camp, d'autres à Dieppe, d'autres ils ont monté à Boulogne. Et mon père, il a arrêté avec des copains ici à Dieppe. De fil à aiguille, il a passé second, puis après il a commandé des bateaux. Et mon frère aîné, il s'est mis à naviguer. Après, c'était moi qui s'est mis à naviguer aussi. Mon frère, Cacahuète, il s'est mis à naviguer aussi. Puis le dernier, Yvon, il s'est mis à naviguer. Vous êtes dans la ruelle du Petit Fort. Donc on trouve ici rue du Petit Fort, juste à côté de la place du Petit Fort. Et ces noms ils témoignent du fait qu'il y avait autrefois un fort qui avait été construit au XVIIe siècle ici, qui s'appelait le fort Montigny, qu'on a appelé le Petit Fort. Et puis ce fort, il a été détruit par la mer en 1764. On est ici dans un quartier où on voit très bien l'architecture du Pollet. C'est une architecture qui reste moyenâgeuse avec des petites ruelles, un dédale de petites ruelles et des matériaux qui sont typiques du Pollet avec les silex et puis les briques. Le monsieur, je crois qu'il habite aussi par là. Moi, je suis né. Bah ouais, oui, je vous reconnais. Bah, moi, j'habite en face. En face de la rue du Petit Fort. Mes premiers pas, je les ai fait à Ruelle des Grèves. Ouais, votre serre au guerrier. Ah, vous voyez, alors. En 1938. Ah oui, alors. Le Pollet a connu des modifications importantes au cours de son histoire. Dans un premier temps, il fallait lutter contre le sable et les galets qui obstruaient le port. Au moment de la révolution industrielle, les bateaux de bois furent remplacés par des navires en acier et les voiles par la vapeur. La taille des navires augmentant, on élargit les voies d'accès au port qui traversaient le Pollet. Il a donc fallu faire une grande tranchée dans ce quartier du Pollet. On a détruit pour cela 173 bâtiments. Des travaux gigantesques ont alors été entrepris. Commencés en 1880, ils se sont achevés définitivement en 1914. Pour les travaux du chenal, le faubourg a été coupé en deux. Ainsi, le berceau historique des pêcheurs du Pollet a disparu. Les travaux dont on a parlé ont impacté la vie des Polletais. D'abord, les propriétaires des bâtiments. Pour eux, c'était quelque chose d'assez simple. On les a expropriés, donc ils ont été indemnisés pour les bâtiments qu'ils avaient perdus. Et puis il restait les habitants, ceux qui étaient locataires de ces bâtiments. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, quand on avait des grandes opérations d'urbanisme, on ne se souciait pas tellement de reloger les locataires. Se retrouvant sans logement, avec peu de moyens pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas pu s'installer ailleurs à Dieppe. Ils ont été contraints de s'installer dans ce qu'on appelle ici à Dieppe les gobes, qui sont des excavations dans les falaises, certaines d'origine naturelle, certaines qui étaient liées en fait à la reconstruction de Dieppe et à l'extraction de la craie. Ils se sont installés dans ces gobes, il y avait des grandes gobes où ils pouvaient être plusieurs dans une gobe, il y avait des gobes plus petites, et ils y sont restés jusqu'en 1940, lorsque les Allemands ont occupé Dieppe. Mon père a vécu dans les gobes, mon grand-père avait vécu dans les gobes, hein, et c'est en 1942 qu'ils ont été évacués, ils sont partis carrément avec l'exode. Ouais, c'était des vrais gobiers, je suis fier d'être un petit-fils de gobier. Je suis né en 1942 pendant la guerre, donc je sais que mes parents, étant tout jeunes, quand il y avait les bombardements, ils allaient coucher, pour se protéger des bombardements anglais, ils allaient coucher dans les gobes. Donc j'y allais avec eux. Quand le pont a sauté, on était dans les gobes. On était dans les trous de falaise. Ben, y a une bombe qui est tombée dessus le pont, et le morceau de pont est passé par-dessus les maisons, puis est tombé sur notre maison. Alors le troisième a descendu au deuxième, au premier, puis au rez-de-chaussée. Après la Seconde Guerre mondiale, par manque de moyens, des Polletais sont obligés de vivre dans les gobes. Alors c'est là où j'ai vécu de 5-6 ans à 16 ans, dans le trou là, que j'avais fermé avec des tôles, tout ça. Je dormais là-dedans. C'est drôle. Ben, ça rappelle des drôles de souvenirs. Hein.
Ouais. Dans les gobelins. Il y avait une famille que j'allais tout le temps. Il y avait plein de gamins, il y a au moins 7-8 gamins avec le père et la mère. Ouais, ils habitaient là-dedans. Et j'étais tout le temps chez eux, quoi. Oh ben j'étais jeune, hein. Pour pas, 7 ans, 8 ans, même pas peut-être. Ah bah oui. Ben, les mouettes, c'était notre ragoût qu'on faisait, ragoût de mouette. C'était notre poulet, nous. On mangeait. Les moineaux, tout ce qu'on pouvait attraper. Hein. Ah oui, le canard, si on pouvait choper un canard, on tuait des dingues, on arrivait à le voir. On était forcés de manger. Hein. Les camions, bah, ils venaient là, ils passaient ici, là, sur le quai, ils longeaient là, la falaise, et au bout, bah, on arrivait, c'était un cul-de-sac, hein. Et ils déchargeaient tout leurs marchandises achetées. Et ça partait à la mer. Ah bah on récupérait tout. La ferraille, le papier, le carton, les boîtes de conserve, tout ce qui était acheté, on récupérait. Pour revendre chez Monsieur Collet, marchand de ferraille dans la rue Guerrier. Étant gamin, pour me faire un petit peu d'argent, pour soit acheter des bonbons, des petites bricoles, moi-même j'allais de temps en temps à la mine pour récupérer un peu de ferraille pour se faire un petit peu d'argent. Bon, on était une quinzaine à peu près de gamins, ah oui, mais beaucoup d'adultes. Hein. On était plus de 100. Hein. Et il y en avait qui étaient là à longueur de journée, qui en faisaient presque pour faire leur fin de mois ou pour vivre un peu, parce qu'il y a des gens qui étaient pauvres. Bah moi je suis né à Dieppe. Hein, je suis né à l'hôpital, je suis pas né dans les gobes. Ouais, ça, il y a eu de l'évolution quand même dans le temps. Ah non, je suis né. Après, mes parents se sont mariés, et bon, on a été vivre, mes parents ont vécu 55 ans à la même adresse, au 26 rue des Cordiers. Voilà, on était vraiment dans le vrai bout du quai. Et non pas dans le quartier bourgeois d'en face. Voilà. Mon père travaillait à l'âge de 8 ans. Il commençait à ramasser des bigorneaux qu'ils allaient vendre aux barrières. Ils ont vécu comme ça, que de la pêche. Mon grand-père étant pêcheur à pied, tous les enfants travaillaient, ils étaient tous dans les roches. Voilà. Et c'était la vraie misère quand même. Mais ils étaient heureux quand même. Ils habitaient dans la rue des Charrettes. Ils étaient vraiment dans le Pollet, quoi, le vrai Pollet. Les marchandes de poissons, dont les maris étaient marins-pêcheurs, eh bien souvent venaient me voir pour me dire « Tiens, Tivilain ou Jean-Paul, veux-tu aller voir au bout de l'acheter dans combien de temps qu'il va rentrer ?» Alors je partais de ma maison, qui est là derrière nous, la maison en briques, et je courais au bout de l'acheter, et je ziotais. Alors s'il faisait pénombre, je reconnaissais au bruitage des moteurs. Tu avais par exemple le Fanlaire, qui était au Grand-Père Villiers. Et ben le Fanlaire, le bateau, c'était... Je reconnaissais. Ou alors, tu avais Guedin, c'était un monocylindre Vendœuvre. Poum, 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 poum. Et donc, d'après le bruitage ou dans la pénombre, je revenais vite fait, j'allais voir la mère Boulet ou la mère Guedin et tout. Puis je leur disais... Oh, il va être là dans un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure. Donc ils mettaient le châle, leurs sabots, puis ils allaient chercher leur charrette à poissons pour venir récupérer la pêche de la journée. Toujours présentes à leur côté, les femmes des pêcheurs du Pollet ne rechignent pas à la tâche. En plus d'élever les nombreux enfants, elles apportent une aide complémentaire et précieuse aux hommes de la mer. La vente des produits et le ramandage n'ont pas de secret pour elles. Oui, c'était un quartier de pêcheurs, il y avait quelques pêcheurs, mais pas tous. Il y en a qui travaillaient au chantier de la Manche, il y en a qui travaillaient au chantier de Normandie, mais pas tous pêcheurs, non, non. Des dockers surtout. Abraham, leur père était docker et le gars était docker après. Donc, On était 4 fils à la maison, les 4 fils étaient dockers. Les dockers, ils avaient une pogne, ils te serraient la main. Ah, ouais. On avait tellement les mains dures, plein de cailles, tout ça, qu'au début que j'ai fréquenté, ben, mettons si je mettais la main sur le bas, tu déchirais le bas, ah ouais. Ils ont fait des familles et puis des grandes familles, parce que, pourquoi? Ben, déjà il n'y avait pas la télé, il fait bien qu'ils occupent leur temps. J'ai commencé à faire des marées sur le Pollet Virginie avec monsieur Vauclin-Georges, enfin, qui était à l'armement 500 à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai commencé l'école des mousses dans l'année 80-81, et puis j'ai embarqué avec lui comme mousse à cette époque, jusqu'à sa retraite sur le Georges Fixe avec lui. Enfin, on partait pratiquement 5-6 jours, faisait une petite semaine de mer pour souvent
rentrer le dimanche pour la vente du lundi matin à cette époque. Mais les premiers bateaux en classique comme ça, c'était un peu dur quand même. Étant jeune, bézo comme ça, à 15 ans et demi, 16 ans, les moments c'était un peu dur quand même. Ouais. Mon grand-père, mon père, mes deux frères étaient marins-pêcheurs. Mon père a navigué pour l'armement malais avec mes deux frères. Après, il a arrêté de naviguer. Et un de mes frères a continué sur les bateaux à malais et l'autre, il a été à la pêche à la coquille. Quand je suis revenu de l'armée, il y a eu les naufrages des Gougies. Et mon père, il a dit, tu seras pas marin, tu vois ce qui vient d'arriver. Et voilà. Et après, mon père est décédé, pour moi, c'était trop tard pour aller dans la pêche. Donc, j'ai été dans les cours de marine. J'ai travaillé 35 ans dans la coopérative marine. Dans ma famille, on était 12 enfants, et moi, je suis le dernier. Ben, je suis né rue Tête de Boeuf, 23, au-dessus du bistrot du Pollet. On montait, c'était le deuxième étage, c'était mes parents. Cuisine, chambre, et au-dessus, il y avait 3 chambres, avec une seule fenêtre. Et là, on avait des lits de 2 personnes, et on couchait à 7 dans les... là-haut. Moi, on n'avait pas de commodité, donc pour descendre, vider les seaux, monter les seaux, parce que nous, dans ce temps-là, il n'y avait pas de toilette, donc c'était une tinette, c'était un peu complexe. Et chacun avait sa petite corvée à faire. Nous, on a eu une très bonne jeunesse. Ici, ça vivait, il y avait c'est des grandes familles, quoi. Disons que nous, on n'a jamais été malheureux, on a toujours eu à manger. Et... on n'avait pas de mobilette à 14 ans, quoi que ce soit, mais on l'a bien vécu. Oui, entre l'île du Pollet et le Pollet, il y a une différence. Nous sommes entre les 2 ponts, donc c'est notre territoire. Et pourtant, on allait à l'école avec les gars du Pollet, mais nous, on était de l'île du Pollet. Nous, on est fiers d'être l'île du Pollet. Alors, j'habite sur l'île du Pollet, et non pas le Pollet. Légère différence. Le quartier, on va pas dire que c'est le même. C'est un quartier où, en étant jeune, je me baladais souvent, la halle aux poissons, tout le secteur de l'île du Pollet. Alors dans ma famille, j'ai mon père qui est né quai Henri IV, donc mon grand-père habitait quai Henri IV, école des Celliers, bout du quai. Le frère de mon grand-père habitait de l'autre côté, dans les petites maisons derrière la Carpente, là, au Pollet. Alors dans la famille, tout le monde était marin-pêcheur. Mon père a été patron de pêche, a eu son chalutier. Moi, je navigue, j'ai commandé au long cours. Franck Auvray, formé à l'École nationale de la marine marchande du Havre, a navigué et commandé des navires sur tous les océans. Il a emmené notamment la fusée Ariane à Kourou. Alors je me sens pas poltais, mais je me sens habitant de l'île du Pollet. Le Pollet, c'est de l'autre côté du chenal, de l'autre côté du pont, et les Poltais le diront de même. Pour moi, voilà, le Pollet, c'est le Pollet. C'est pas l'île du Pollet, c'est le Pollet. Le Pollet, ça commence au pont Colbert. Ça commence au pont Colbert, la rue Guerrier, et ça s'arrêtait rue de Bonne-Nouvelle. Voilà, ça c'était le Pollet. L'île du Pollet, c'était pas rattaché. On franchissait le pont, comme on dit, pour aller jouer au foot sur la plage une fois de temps en temps quand on était vraiment nombreux, mais sinon on restait dans notre quartier. Oh bah on jouait au petit plat avec les capsules de bière le long des trottoirs. On faisait le tour du quartier comme ça, plop, plop. On restait dans notre quartier, soit du Pollet ou de l'île du Pollet, Jacques Friboulet, Henri Collet qui était rue Guerrier, ou rue du Petit Fort, Ramberge qui était dans l'île du Pollet. On se connaissait tous, on jouait ensemble. On allait à la même école d'ailleurs, à l'école Michelet. J'avais commencé la maternelle Vauclin, derrière l'église du Pollet, et puis après on a suivi l'école, certificat d'études, et puis voilà. Pascal Soudé entra à l'émulation diepoise où il passa un CAP de mécanicien. Il navigua sur les canaux diepois pour pêcher, puis sur les ferries, et enfin sur les dragues dans le port de Dieppe. Alors la jeunesse, c'est plein de souvenirs, surtout dans le quartier du Pollet où j'ai grandi. Et ça a bien changé par rapport à maintenant, parce qu'avant, il y a des bâtiments qui n'existaient pas à l'époque. Parce que nous, c'était un terrain vague, là où il y a la maison des personnes âgées Marcel Paul. Ici, c'était un terrain vague où on jouait. On allait jouer derrière le terrain de camping qui n'existe plus maintenant, où il y avait ce qu'on appelait, nous, les bambous. Et comme gamin, on jouait à la guerre là-dedans. On allait dans les grottes, on faisait des cache-cache. Ce que les parents nous interdisaient, on allait jouer dans les gobes.
On ramassait des chambres à air et tout ça, on faisait du feu, mais au départ ça allait, mais après la chambre à air elle dégageait de la fumée. Alors les copains qui étaient blonds, ben moi j'étais brun, ça se voyait pas. On ressentait à parler, avoir les sourcils et puis les yeux tout noirs, mais eux qui étaient blonds, ben, ils étaient tout noirs comme nous. Il y avait là une grotte où on allait, c'était la Calderine, c'était une ancienne cave où ils faisaient mûrir les fruits et les légumes, et qui était désaffectée, et nous on jouait dedans. Et d'autres grottes aussi, c'était des trous, on ne pouvait pas se perdre, ou sous le blocos, sous le sémaphore, on remontait jusqu'en haut dans les galeries, enfin, quartier du Pollet, quoi. Pour nous, c'était un grand terrain de jeu. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de télé, donc l'évasion, c'était dehors. Hein. Bon, et puis on se faisait dorer là au soleil l'été, garçons et filles, hein, tout le monde on était tous ensemble. Hein. Là, on est à ce qu'on appelle nous la Carpente. Il y avait le lancement des bateaux du chantier de la Manche qui était là, et ici il y avait des bateaux qui étaient crochés, qui étaient arrimés, des vieux bateaux en bois, parce que nous on jouait dedans quand on était gamin. Et le restant de la plage qu'on voit un peu plus loin, pour nous c'est notre plage, on se baignait. Donc c'était notre plage, la Carpente, en fin de compte. Ben oui, hein, c'était notre terrain de jeu, la Carpente, et puis à sauter soit du pont ou du quai du pont à récupérer, et puis le Perret là qui est démoli maintenant. On se baignait ici, et la petite plage, à l'endroit où est-ce que le ferry va accoster, on appelait ça la petite plage, qui avait du galet, on se baignait là aussi. Et puis dès que j'ai su bien nager, le Perret qui est pas loin, on faisait avec tous les copains du Pollet, on faisait la traversée du Chenel, du Perret au bout du quai. Et nous, on jouait aux pièces. Et comme on jouait aux pièces, avec des plaques de fer qu'on allait chercher chez Panier, il fallait taper contre le mur. Et c'est pour ça que les murs sont esquintés. Quand on était gamin. Moi, j'étais du côté du bout du quai. On n'était pas trop copains avec les gars du Pollet. On avait deux bandes de nos copains. On se chamaillait un peu, mais c'était pas bien méchant. On était plus des gamins qui allaient à la pêche au bout de l'Acheté. Hein. Le bout du quai avec le Pollet, on se tirait à coups des lingues. Les lingues, c'est des lance-pierres. Hein. Ah oui. C'était, comme on dit, la guerre des boutons. Oh, bah, nous, avec les gars au bout du quai, c'était limite, quoi. Il fallait pas aller sur leur territoire, il fallait pas... Ah ouais, non, mais on l'avait après, à la longue, après, ça s'est amélioré, hein, honnêtement. Au bout du quai, non, on n'était pas très copains, et puis on allait souvent là-bas pour se garer. C'était des histoires des gosses de quartier. C'est pas... Si tu veux, c'est comme ça, c'est des anecdotes. Comme avec les gars de Neuville, c'était pareil. On n'était pas très copains avec. Et puis au Pollet, on était bien une vingtaine, une trentaine de gosses qui se réunissaient. Et puis on allait faire le coup de poing. C'était gentil. Hein. C'était comme ça. Puis après, il y en a beaucoup, ils ont marié que le bout du quai, le Pollet. Moi, mon ex, c'était du bout du quai, qui était au Pollet. C'était comme ça. Le soir, on se donnait rendez-vous, où à l'époque, il y avait des barrières blanches, on appelait ça les barres blanches. Et on jouait à s'attraper jusqu'à des 11 h du soir. On était une vingtaine de gamins, c'était génial, quoi. Génial, génial. Là, on a un autre rendez-vous des barres blanches qu'on disait tous les soirs, avec tous ces gens du Pollet qui étaient là. Même plus loin, ils venaient ici. C'était le rendez-vous pour discuter, tout ça. Bien souvent, c'était des femmes de marins pêcheurs, ils discutaient. Et quand la nuit a commencé à tomber, on entendait crier « Tiwi, Michel !» Parce que le soir, sur les barres blanches, il y avait bien une centaine de gamins qui jouaient jusqu'à des heures indues, quoi. Et les parents étaient sur le trottoir, il y en a qui tricotaient, puis d'autres, ils papotaient, tout simplement. Et moi, je pêchais là, au trou à Louise, là, aux anguilles, en plus. J'étais gamin, alors. Ouais. Mais c'était folklorique. Au Pollet, chacun s'épanouissait dans son quartier et construisait son univers de vie. On jouait au ballon entre la prison et l'église. Et on n'était pas embêtés. Quand on logeait le ballon dans la prison, donc on allait sonner au gardien, il nous le renvoyait dans l'après-midi où il disait « vous reverrez le lendemain ».
En 1825, une prison est construite à la place du couvent des Capucins. Cette prison mixte accueillait 50 hommes et 15 femmes. C'était une prison modèle, surnommée le Petit Nice par les détenus. Les peines n'excédaient pas une année d'emprisonnement. Mon père était surveillant principal de prison, à la maison d'arrêt du Pollet, au Pollet, là. Les prisonniers, ils nettoyaient les coquilles, faisaient, regardez ça, les seaux de plat, des petits fauteuils en osier. La peinture. La peinture, oui. On a deux tableaux là qu'un prisonnier a donné à notre père. Parfois, certains prisonniers donnaient un coup de main à leurs surveillants pour de menus travaux. Papa voulait peindre la façade, il venait aider papa et il mangeait avec nous. Mais c'était des petits... C'était pas des méchants, quoi. Oui, voilà, ils avaient fait des toutes petites choses, pas très importantes, quoi. Donc, pas dangereux, quoi. Disons, ils n'étaient pas dangereux. Une fois, il y a eu des prisonniers beaucoup plus graves qui étaient là, mais c'est juste en attendant d'aller à Rouen. Et nous, ce que maman faisait, c'est que quand on partait en vacances, nous, on est bretonnes, donc on partait 2 mois en Bretagne, eh bien, elle donnait son argenterie à garder à la prison. Et la chatte qu'on avait, on avait un chat, le chat allait à la prison, quand on revenait, il avait doublé de volume. D'autres venaient en vacances à Dieppe. Étant petit, mes grands-parents habitaient le Pollet et on venait tous les étés en vacances. Moi, ce que j'aimais bien quand je venais en vacances là, ma grand-mère faisait du beurre salé. On l'achetait à la campagne, puis elle le faisait, puis elle le mettait dans les trucs en grès. Alors le matin, le déjeuner, café au lait, et c'était, moi, ce que j'ai toujours eu comme souvenir, c'est l'odeur de l'huile de lin avec l'usine Robe. Bon, il y a des gens qui n'aimaient pas l'odeur. Moi, quand j'arrivais en vacances, et ça m'est resté. Tous les dimanches, l'incontournable messe. On était élevés dans les familles chrétiennes, et puis c'était la messe. Le dimanche, c'était la messe. J'allais à 7h tous les matins à Notre-Dame de Grève pour faire la messe, en tant qu'enfant de cœur. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque, on avait du vin blanc. Il y avait du vin blanc qu'on servait à la baie. Eh bien, on en mettait que la moitié. Hein. Le restant, on se l'enfilait. En fait, dans le quartier du Pollet, il y avait une chapelle depuis, en gros, les années 1400. Et il y avait, dans le début du XVIIIe siècle, 5000 marins de familles qui habitaient le Pollet et qui étaient très fidèles à l'église. Alors, la chapelle était trop petite. Elle était place des Grèves, là où actuellement il y a la maison de retraite, la RPA. Il y a d'ailleurs encore une petite vierge dans le mur de ce qu'était l'ancienne église. Ils ont réclamé une église et vers 1840, l'idée de construire cette église a fait son chemin et elle a été construite pas totalement définitivement vers 1848. Elle a été bénie par l'archevêque de Rouen et on a construit le clocher un peu après, avec les 3 cloches. Il y avait des nappes phréatiques importantes là-dessous, il y avait une circulation d'eau importante et il y avait des risques. Alors elle a été construite sur des pilotis de bois, un peu comme Venise, hein, et ce qui fait que le bâtiment est assez humide, difficile à entretenir. Quand même, le Pollet est toujours réputé pour les pêcheurs. Jeudi, là, on a fait une messe à l'église, là, pour les marins pêcheurs disparus en mer. Ça a eu lieu, là, il y a 3 jours, là. J'y vais à la messe, toujours. Et c'est ma fille qui fait l'orgue, qui anime la messe. Et puis son mari qui dirige la chorale. Quand les marins s'en vont, il y a un Christ. Il passait devant le Christ. Et bien devant le Christ, tout le monde se décoiffait, un genou à terre sous le pont.
la majorité se sont fait baptiser dans cette église. Ils ont communié dans cette église, fait leur catéchisme ici. Ils se sont mariés dans cette église. Des membres de leur famille ont eu les funérailles dans cette église. Et donc cette église-là, c'est l'église des marins, mais pour la vie de la terre. J'ai voulu, quand j'ai été ordonné diacre, que mon ordination ait lieu dans cette église. Et j'ai été ordonné ici, diacre, il y a un peu plus de 20 ans. Les familles du Pollet n'ont pas été épargnées par la mer et sont souvent endeuillées par des naufrages. Grâce aux marins volontaires de la Société nationale des sauveteurs en mer, la SNSM, de nombreux naufragés sont sauvés. Alors la SNSM, j'y suis arrivé il y a 18 ans maintenant. Et en fait, j'ai toujours voulu en faire partie. Pour moi, c'était une vocation de pouvoir aider les gens, de faire quelque chose d'utile. C'est le plaisir de venir ici. Ouais. Et de s'engager auprès des autres, sauver des vies, ça n'a pas de prix. Le monde maritime, c'est un monde un peu spécial. Et nous, la SNSM, en fait, c'est une famille. Hein, c'est une deuxième famille, la SNSM. C'est des copains, c'est ma passion. Et j'y resterai encore un bon nombre d'années. Ouais. Avec mon père qui était gendarme et dans la région parisienne, il avait besoin de temps en temps de scaphandriers qui venaient récupérer des voitures ou des cadavres, et je traînais autour de la camionnette et je voyais les équipements de plongée, et c'est comme ça que j'ai voulu être scaphandrier. Christian Robin a plongé dans les mers du monde entier. En Polynésie, au centre nucléaire de Mururoa, à la centrale de Palluel et aussi à Dieppe. Les plongées pour Dieppe, au départ, ont été des renflouements de bateaux, de petits chalutiers. D'août 80, je suis intervenu pour renflouer la drague qui a écoulé entre le pont tournant, une drague suceuse. Et 40 jours après, c'était la deuxième, sa sœur, qui a coulé juste à côté de la capitainerie. En mois de janvier 90, je suis venu le jeudi soir, pendant la grande tempête, faire une plongée sur le car-ferry Chartres, qui s'était éperonné sur le rideau de pale blanche à l'entrée des Jetés. Entre le Pollet, l'île du Pollet et Dieppe, les incontournables passerelles et ponts. Au début, c'est le pont du Ken, que les Poltais appelleront familièrement le pont tournant ou encore le pont de la Poissonnerie. Ce pont, construit en 1881, a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, c'est un nouveau pont, dit Pont-le-Vent, qui va prendre le nom du célèbre armateur dieppois, Jean Angot. Le pont Colbert, construit à la fin du 19e siècle, fut mis en service en 1889. C'est le dernier grand pont tournant d'Europe à fonctionner dans sa configuration d'origine. Il est classé aux monuments historiques. Donc moi j'habite au Pollet, donc c'est pratique pour venir travailler, je suis à côté. Donc je suis originaire d'une famille de dockers. Donc mon arrière-grand-père Marcel Abraham était docker sur le port de Dieppe, son fils également, et puis mes oncles qui sont aussi du milieu de la mer, donc une famille en rapport avec la mer. Et donc je suis les traces de mes aînés en travaillant au port et plus particulièrement sur les ponts, donc pour permettre aux bateaux de rentrer dans le port. Ok, c'est parti.
Depuis toujours, pour les Poltais, les rues n'ont plus de secret. Dans mon enfance, la jeunesse, j'ai jamais pensé qu'un jour je serais un grand sportif. Il y en a qu'un qui avait évoqué cette chose-là, c'était le docteur Arnon. Et un jour, j'avais couru avec l'école Paul Bert. Ma mère n'avait pas été mise au courant et comme il paraît que j'avais forcé dans la course où on avait fait 2e par équipe avec l'école Paul Bert, et m'a emmené chez le docteur Arnon pour voir s'il n'y avait pas des séquelles physiologiques ou nerveuses. Et le docteur Arnon m'a ausculté en disant « Madame Villain, vous inquiétez pas, votre fils n'a rien d'anormal et il sera très grand sportif. » J'avais 8 ans, donc le temps a passé. Et lorsque je suis rentré à l'Émule, à Dieppe, pour l'apprentissage de la mécanique, il y avait le prof de sport qui était Yves Lavieuville. Et Yves Lavieuville me dit, tiens, Jean-Paul, comme à d'autres élèves de la section, il me dit, bah écoute, tiens, jeudi, j'organise un challenge du nombre à côte-côte, est-ce que ça t'intéresse? Bon, j'ai dit, oui, mais c'est quoi? Il me dit, bah c'est pour aller courir, on crée une équipe pour aller courir contre les collégiens. Oh, c'était pas péjoratif, mais comme les collégiens, pour nous à l'époque modestes et démunis, pour nous c'était des gens assez riches et passionnés qui avaient une confrontation sans respect pour nous. Je schématise parce que c'était irrespectueux, mais on le ressentait comme ça. Par contre, il y avait une confrontation qui m'animait, c'était de venir là pour me battre, pour castagner, honnêtement, de par l'effort physique. Donc je dis à Yves, fais-moi voir le parcours. Alors Lavieuville me dit, bah attends Jean-Paul, t'auras qu'à suivre. Tout le monde sur la ligne de départ, pan, le coup de pétard, et j'ai jamais vu personne devant moi, et je gagne. Ce fut le début d'une impressionnante série de courses victorieuses. Coureur de fond du 800 ou du 5000 mètres, Jean-Paul Villain se concentra sur le 3000 mètres steeple. Il a connu 37 sélections en équipe de France et devint champion d'Europe en battant le record de France. Il participa brillamment aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques de Mexico, Munich et Montréal. Quand je suis revenu des Jeux Olympiques de Mexico en 68, tous les commerçants ont fait une collecte pour m'offrir une coupe en cristal avec le pied et le dessus en étain. Et puis, il y avait aussi d'autres cadeaux. J'avais un gros coquillage qui était lampe de chevet en céramique. Les bateaux, je passais sur le quai en allant à Dieppe. Tous les vieux qui m'avaient connu, qui savaient plus ou moins ce que j'avais représenté ou ce que j'avais fait. Ouais, c'est notre champion. Dis, Marcel, donne-lui une seule. Donne-lui un crabe. À l'époque, le Pollet comptait de nombreux commerces florissants. Un boucher chevaline, oui, coiffeur, bijoutier, pharmacien, mercerie, il y avait vraiment droguiste. Librairie. Il y avait même un marchand de chaussures, marchand de vêtements et tout. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à naviguer, j'achetais des chaussettes juste après le pont à la mercerie, quoi. Hein. Des grosses chaussettes pour en mettre dans mes bottes et tout. Et on avait tout sur place, quoi. Hein. Il y avait tout, toutes sortes de commerces. Jusqu'à une bijouterie, j'ai connu, moi. 5 boulangeries. Il y avait, ouais. Caisse d'épargne. Non, il y avait tout, tous les commerces possibles, imaginables. Marchand de vin, une librairie des écoles, un quincaillier. Non, c'était un vrai petit village, le Pollet. Le Pollet, c'était un quartier, c'était comme un petit bourg. Hein. Tout le monde se connaissait. Il faut pas aller au coiffeur le matin. Oui. Et il commençait à te couper les cheveux, puis après il dit bon, j'attends un peu. Et chez la mère Leblanc. Ah oui, il y avait de la vie. Et puis bon, dans le coin, il y avait quand même un atelier de mécanique qui était plus loin, c'était les ateliers Deschamps. Il y a eu les meubles du littoral, dans le coin, là, quai de l'Isère. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? La glacière. Et tout ça, ça faisait de l'activité. Hein. Il n'y avait pas les grandes surfaces comme maintenant. Alors, toutes leurs courses, ils les faisaient dans le quartier. Hein. Il y avait un confiseur, il vendait uniquement M. Bovin. Il vendait des bonbons pour les gosses quand ils partent à l'école, vous savez. Au détail, M. Bovin. Et ça, ce qu'il faisait aussi, cet homme-là. Il encourageait tous les feignants. Il disait, celui qui était dernier à l'école, il amenait son carnet. Monsieur Bovin, je suis le dernier. Eh bien, c'est bien, il donne un gros sac et tu prends tout ce que tu veux comme bonbon. C'était toujours les mêmes, hein.
C'était toujours les mêmes, les trois quarts du temps qui étaient derniers. Le gars, il revenait avec un paquet de bonbons comme ça. C'est l'épicerie de quartier, quoi. Il y a les gens du quartier, beaucoup. Et puis on était ouvert pratiquement 7 jours sur 7. On faisait tout, crèmerie, épicerie, puis charcuterie un petit peu, volaille sur commande. Et puis à 7h30 on ouvrait, alors c'était la règle, les frais tous les matins, même bloqués d'un côté, tous. Tout le monde a cherché son litre de lait. Après on venait chercher à 10h, on venait chercher des pommes de terre pour le midi, puis après ils allaient au boucher ou ailleurs, quoi, tout ça. C'était comme ça. Parfois on voyait 2 ou 3 fois dans la journée la même personne. C'était du détail, beaucoup de détails, détails. Mais c'était tous les jours. La mère Leblanc allait chercher du cidre à la tirette ou du vin un peu plus tard. Et chez Louisette, au début, c'était la mère Masurier. Et quand la mère Masurier a vendu, c'est Louisette qui a repris, eh bien, Louisette avait un accueil un peu plus modernisé, un peu plus sympathique. Et elle était commerçante. Elle te donnait un bonbon quand tu en avais acheté un. Alors, pourquoi le nom Louisette? Eh bien, maman s'appelle, son prénom c'est Louise, mais elle considérait que chez Louise, ça faisait un peu trop rupin. Dans le quartier, puis elle voulait surtout que ça soit quelque chose, le cœur, plus l'intimité. Donc, en définitive, elle disait toujours Louisette. Elle avait une boutique, la moitié d'où c'est que vous êtes assis. Eh bien, elle travaillait avec tout le Pollet. Et elle faisait, bon, il n'y a pas de honte, hein. Les marins, c'était la pêche, c'était quand il y avait du beau temps puis du mauvais temps. Alors elle faisait des comptes, et puis quand ils touchaient, ils vendaient leurs poissons, ils faisaient meilleur, ils touchaient leur paye, leur salaire, et puis bon, ils allaient payer leur crédit, c'est maman de le dire, on le dit le mot, ils allaient payer leur crédit, et puis tout le monde payait, hein. Ah oui, chez Louisette, elle faisait épicerie, et il y avait un petit café au fond. Où les matelots se retrouvaient quand ils rentraient de la mer. Ah oui, c'était sympa son épicerie. Hein. Elle n'a jamais eu de problème. Jamais. Même s'il y en a un qui rentrait et qui était énervé, on peut dire énervé, excité plutôt par l'alcool, eh bien maman savait dire « Mais non chérie, calme-toi, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Ça, c'est une anecdote de l'époque. Parce que maman parlait comme ça aux clients. Et puis c'était tout le monde chéri. Dès sa plus tendre enfance, André, dont le deuxième prénom est Louise, a été bercé par l'ambiance de chez Louisette. Elle a hérité de sa mère la même empathie envers les Poltais. Elle passera toute sa vie à la même adresse. Mais il y avait le terrain de camping aussi, que je tenais. Voilà, donc épicerie, pain, articles de camping, frites, glaces, enfin, c'était la saison vraiment... J'avais des potes qui habitaient dans l'Oise, région parisienne, tout ça, qui venaient tous les ans passer 2 mois au camping, et puis on était copains ensemble, et puis on a toujours gardé des bonnes relations, quoi. Donc oui, ça, le camping du Pollet, c'était un gros truc quand c'est parti, quoi. C'était... Voilà. Ah oui. Beaucoup de Poltais travaillaient dans les ateliers de l'industrie marine. Je suis rentré au chantier de la Manche en 1952. J'ai travaillé pendant 37 ans au compte des ACM et 5 ans pour Manche Industrie Marine. J'ai été libéré de mes fonctions en 1993. J'avais eu le droit à la retraite quand même. Je suis arrivé le 2 août 66 par la petite porte qui se trouve là derrière. Et je suis arrivé ici. Et j'ai monté les qualifications une par une pour finir chef d'équipe. Jusqu'en 87, date du licenciement. Ça fait 35 ans en tout, quoi. Avec ACM, Manche Industrie Marine. Je suis venu travailler ici pour la première fois en 1982. Les chantiers ont fermé leurs portes pour différentes raisons. Ici à Dieppe, nous avons encore la chance aujourd'hui que ce chantier soit encore dans ses murs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande histoire à Dieppe. Depuis les premiers chantiers qui étaient les Amblards à l'époque en 1896. Ô combien de centaines de bateaux qui ont été faits ici. Et aussi la réparation navale. Il y a quand même dans cette ville de Dieppe un bassin
énorme qu'il y a eu de toute cette activité. Et puis aussi, il y a le côté humain et familial. Il y a bien longtemps, les bateaux étaient construits sur les rives de l'embouchure de l'Arc, puis devant les murailles de Dieppe, sur le terre-plein, en bordure du rivage. Avec l'avènement des bains de mer, les maîtres charpentiers se sont déplacés sous les falaises du Pollet avec leurs apprentis, les compagnons et toutes les corporations des métiers du bois. Au fil du temps, les charpentiers ont perfectionné leur technique afin de devenir les constructeurs d'exception que l'on connaît aujourd'hui. Reconnus pour leur savoir-faire, les chantiers se développent. Bientôt, les chantiers Amblard vont construire le premier navire en acier et inventer en 1912 les chantiers de la Manche. Aujourd'hui, c'est la Mime, Manche Industrie Marine, qui détient toujours ce savoir-faire. À la fin du 19e siècle, une cale sèche a vu le jour pour compléter les grands travaux du port. Elle accueillait des navires de plus de 100 mètres. Des centaines de bateaux sont passés entre les mains expertes des chaudronniers et mécaniciens du chantier de Normandie et des ateliers Arnaud pour réparation ou armement. Alors mon métier, c'était chaudronnier. J'ai participé à la construction de bateaux, de vérins de soutènement. Moi j'ai bien aimé les tonniers parce qu'ils avaient des très jolies formes et c'était quand même des bateaux assez impressionnants et assez grands. J'ai fait des bateaux pour la Marine nationale, des gabarres de port. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de chalutiers évidemment, Rocamadour, Montcalm, Ludovic Gégaud, tous les caps, pour finir par les Sneckers. On avait les tonniers qui ont été construits au chantier de la Manche. Le bateau Ifremer de Thalassa, il a été construit au chantier de la Manche. Et après, il est venu ici se faire la finition en cale sèche. Le chantier est dominé par la grue Titan, qui a été pilotée par José pendant 30 ans. Dans notre patelin, il y avait les copains de l'école, ils étaient sapés. Et moi, j'allais pieds nus à l'école, parce que leurs parents, ils travaillaient en France, donc ils gagnaient de l'argent, ils envoyaient de l'argent au Portugal. Et un bon jour, je me suis dit, parce que mon père, il a voulu traverser la frontière, il a été arrêté, il a fait 6 mois de prison en Espagne. Alors moi, j'ai décidé un jour de quitter mon pays avec la complicité de ma mère. Mon père, il n'était pas au courant que je venais en France. Et à l'époque, c'est mon grand-père qui a prêté de l'argent à ma mère pour payer le passeur. Et c'est comme ça que je suis venu en France, parce qu'on vivait dans la misère. Un matin, José est parti de son village natal du sud du Portugal, près de Lisbonne. Après 2 mois de marche à pied, il arrive à la frontière française avant de monter vers Paris. Il n'a pas encore 14 ans. Quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé dans une ferme. Et après, j'ai travaillé dans le bâtiment. Et en 70, j'ai cherché un grutier, donc je me suis fait embaucher au chantier de Normandie, en 70. Sortir les pistons, les culasses, les hélices, les armes porte-hélices, tout ce qu'il y avait à faire à l'intérieur d'un bateau, c'est moi qui amenais toutes les pièces. C'était ça ma journée. Quand on était en étroite collaboration d'un chantier à un autre, moi je donnais un coup de main pour différentes raisons. Des fois on venait me chercher. Je dis attends, on va s'arranger, ça va le faire, t'inquiète pas. C'était l'esprit. C'est une histoire d'homme. Si on veut vivre bien, il faut se défendre. Et se défendre, ça fait... le syndicalisme, c'est ça. Oui, le conflit le plus difficile, c'était celui de faire reconnaître les qualifications des travailleurs et de les faire payer en conséquence.
On a toujours des heures à respecter, des temps. Nous, c'était 4 mois, pas 5. Et en 4 mois, il fallait que le bateau il soit parti. Voilà. C'était comme ça, 4 par an. J'ai dû participer à peu près à une centaine de lancements. Le lancement, par lui-même, c'est un boulot compliqué parce que vous avez toujours les ouvriers qui sont à bord. Et vous êtes en dessous entre transférer le poids du bateau dans un berceau de lancement qui se trouve sur de la graisse. Mais tout ça se fait avec tout le monde qui travaille. Et jusqu'au dernier moment, 2-3 jours avant, d'un seul coup, le bateau il est prêt à partir. Et en 1976, ils devaient fermer le chantier. Et on s'est tellement battu qu'on l'a gardé quand même 12 ans de plus. Et on a obtenu des bateaux en plus. Bon, je fais peut-être partie un petit peu des anciens maintenant, mais c'est des gens comme moi, comme nous. Je ne suis pas seul. On doit parler, on doit expliquer le passé. Ah, le chantier est viable, il est toujours viable, hein, regardez. Moi je trouve qu'il y a eu une erreur. Il y a des décisions qui n'auraient jamais dû être prises. Parce que là, c'est de 500, ils sont une quarantaine, c'est pas beaucoup. Malgré les difficultés du travail et la fermeture des chantiers, les anciens en gardent toujours de bons souvenirs. Bah, moi, j'étais un peu isolé, j'étais tout seul là-haut. Bon, moi, quand je travaillais, bon, comme je dirais, je m'occupais de personne, quoi. Il y avait un qui m'appelait par-ci, l'autre par-là, et des fois, bon, c'était comme ça se passait. Par contre, pour casser la croûte, je descendais en bas avec les copains, et après, je remontais. Et il y avait quand même 268 marches pour monter. Et je suis resté jusqu'à 2000, mais après... faute d'activité, le chantier il a fermé. En 2005, sous la buse d'un chalumeau découpeur, José a vu disparaître, les larmes aux yeux, sa grue Titan, qui était là depuis 1965. J'adorais mon métier. J'en étais fier, en plus j'étais fier. Et quand je me levais, des fois ma femme elle me dit « Tu aimes mieux ton métier que moi ?» J'ai dit « Non, j'adorais mon métier. » Quand on voit les petits cafés, on voit les gens à l'intérieur discuter. Moi, je connais pas beaucoup de noms, mais le monsieur là qui a une grande barbe là, qui était grutier, hein, c'est ça. Quand je le vois, José avec Francis, quand on passait, je le voyais là. On sentait bien quand même que c'était sa vie, quoi. C'était son. Il discutait avec tout le monde. On voyait bien que c'était sa vie. Hein. Maman a acheté un café, que je veux dire, et on est atterri là, qui était le Colbert. Alors, on faisait brasserie de cidre et tout ça, et j'ai resté travailler avec elle 17 ans. Et maman avait décidé de l'appeler le Colbert parce que, pour le pont. Stéphane Mallet, fils de pêcheur et de la propriétaire du café Colbert, est né au Pollet. J'ai été à l'école des Mousses de Fécamp, donc en 80. Et puis après, j'ai navigué sur le Robert Surcouf. Stéphane navigue 8 années sur le Surcouf. Puis, il se fait construire un chalutier qu'il baptise le Colbert, dont il fut le patron de pêche pendant 30 ans. Les cafés du Pollet, lieu emblématique où on refait le monde. Les coups de roulis, il existait depuis 1938. Donc depuis 1938, je suis le 5e propriétaire. On l'a fait quand même quelques années. Hein. Moi, j'ai commencé le 1er janvier 97. Premier client, ça ont toujours été des marins. C'est un bar de marins, c'est un café du Mille, on appelle ça le café du Mille. Et il y a 20 quelques années, à 5 h du matin, on ouvrait, c'était blindé. Notre copain à côté, Alban, pareil, blindé. Tous les bars qui ouvraient le matin de bonne heure, on travaillait le matin de bonne heure, c'était la vie portuaire. Il y avait beaucoup de marins pêcheurs, et il y avait des gens, vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas le téléphone, alors les marins, ils se réunissaient pour savoir l'heure qu'ils partaient à la mer.
Il y avait les tableaux de tous les bateaux qui étaient ici. Et le patron appelait, disait 11h30, j'ai marqué 11h30 pour le départ. Ou alors PH, pas d'heure. PH, pas d'heure, c'est ce qu'il disait, voilà. Mais il venait quand même. Donc il venait le matin, il venait le soir. Il y avait toujours du monde. Après, moi, quand j'ai eu le Colbert, bon, tout ça, ça a changé parce qu'il y a eu le téléphone, il y a eu les portables aussi. Donc, on n'avait plus besoin d'aller au café, mettre l'heure, parce que on appelait, voilà, on pas raté l'heure. Et la technologie a fait aussi qu'il y a eu moins de monde au bar. Voilà. Regardez, vous voyez des jeunes marins, non? Ils sont tous avec leur bordel à la con, là. Ils ont contaminé tout le monde avec ça, et puis voilà. Puis ça a été un bien aussi, parce que c'est vrai que des fois, je vois, moi quand j'étais chez Surcouf, il y avait un gros coup de vent. Bon, on avait l'heure pour partir, mais comme personne ne pouvait être joint, bah, on venait quand même, puis bon, on arrivait, il y avait une tempête, bon, bah, remontez chez vous, quoi. Le Cailleux, l'un des derniers cafés où se réunissent les Poltais. En tant que Diepois, j'étais attiré par les pêcheurs, par la pêche en général. Donc j'ai trouvé naturel de m'embarquer sur les bateaux pour les photographier en tant que photographe amateur. C'est des photos que j'ai faites il y a une dizaine d'années sur différents chalutiers de Dieppe. C'était aussi pour montrer la difficulté du métier. Alain Ozou a publié ses photographies dans un livre intitulé « Marin-pêcheur diepois ». Au café Le Cailleux, l'esprit des Poltais est encore bien présent. Chez nous, il y a un truc simple, c'est que tout le monde se dit bonjour. Le principal, le bonjour, c'est très important. Voilà, après tout va tout seul. Mais il ne faut pas oublier de payer en partant aussi. Ah oh, c'est important. Le temps passe et le Pollet continue d'écrire sa belle histoire. René, qui entame sa nouvelle vie de retraité, se retrouve maintenant de l'autre côté du bar. Ouais. Moi je suis Poltais, alors je parle Colbert, qui changera pas. Il y en a un petit peu. Ouais, écoute, c'est bien passé, oui. C'est à l'école du Pollet que Sarah a découvert le français. Elle vient d'avoir 5 ans. Son père, artiste peintre anglais, a été séduit par la lumière magique qui se dégage sur Dieppe et le Pollet. J'habite au Pollet, à Dieppe, et aussi j'habite en Angleterre. J'aime être au Pollet parce que pour moi, je suis ici depuis que je suis très petit. Quand j'ai peut-être 5-6 ans, j'étais à l'école au Pollet, près de l'église. L'école, c'est ok, c'est bien, j'aime beaucoup. Mais surtout, j'aime jouer avec mes amis. Le Pollet, c'est parfait pour les enfants. Beaucoup d'escaliers. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est pas ma maison. Ça, c'est pas ma maison. Ma maison, c'est la roue. Toujours dans la roue, au Pollet. Toujours, toujours. Quand on fait les peintures, on fait ça pour quelque chose ici. C'est pas pour moi, c'est nécessaire. Si on est artiste, il faut faire les dessins, que c'est important dans ma vie. Les jeunes sont importants, les enfants, les jeux. Je vais à la plage, les gens, la mer, les vagues, les pêcheurs, les bateaux, tout ça. C'était beaucoup d'inspiration. Aujourd'hui encore, le Pollet a su garder son âme et les nouveaux Poltais y sont toujours sensibles. Emmanuel Buron, professeur de lettres, habite au Pollet depuis une quinzaine d'années. On a visité différentes maisons, et notamment une maison au Pollet. L'idée, c'était d'en faire une maison secondaire, c'est-à-dire d'y venir
un week-end par mois à peu près, eh bien, on était là tout le temps. Et le Pollet nous a là aussi immédiatement plu, en partie à cause de son aspect de village encore. On sentait encore le village de pêcheurs, si vous voulez. C'est-à-dire que, à la fois dans l'architecture, les maisons sont plus modestes et elles sont en même temps très belles avec cet alliage de silex et de briques. Mes parents habitaient dans un petit village à la campagne et je retrouve quelque chose du village dans le Pollet, c'est-à-dire à la fois un esprit d'accueil et d'entraide en fait. Et ce qui fait qu'en arrivant, on a tout de suite été convaincus par ce quartier. En fait. On a un voisin par exemple qui a un jardin ouvrier, qui nous met régulièrement des salades sur le bord de la fenêtre, quoi. C'est quand même super. Là, il y a un café à quelques dizaines de mètres d'ici qui s'appelle Le Mieux Ici qu'en Face et qui regarde le quai Henri IV, qui est face au quai Henri IV, avec cette conscience finalement d'être un peu à part, d'être un quartier spécifique dans la ville. Patrimoine exceptionnel et mémoire collective, le pont qui tourne, qui relie les deux quartiers historiques du Pollet, a fêté ses 130 ans pour le plus grand bonheur des Polletais venus en nombre. Le regard rêveur, toujours tourné vers la mer, les Polletais continuent de préserver leur tradition. Ils sont bien là, bien présents, pour assurer l'avenir du Pollet. Bientôt, le pont Colbert va être restauré et va retrouver sa jeunesse et son authenticité. Authenticité qui demeure toujours là, bien visible, dans le cœur des Polletais. Mais moi je l'ai là. Et il y avait une fraternité. Très familiale. Quelqu'un avait besoin d'un verre de farine ou un verre d'huile. On allait chez la voisine. On se connaît, on se côtoie, on se retrouve sur le quai, sur les petits bateaux de plaisance pour aller à la pêche. C'était une dignité d'hommes et de femmes au Pollet qui était vraiment quelque chose de merveilleux, de magnifique. Ouais, je pense que c'est une fierté d'être Polletais, je pense. Nous, on est fiers d'être du Pollet. On ne pourrait jamais s'en passer du Pollet. Ça rappelle des drôles de souvenirs. Hein. Je suis fier d'être un petit-fils de Gaubier, un vrai petit-fils de Gaubier. C'était quelque chose de formidable, le Pollet. Puis il avait une âme, le Pollet.